Bonjour à tous et bienvenue sur les interviews Changemaker du groupe freelance.com. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Valentin Decker. Alors, bienvenue Valentin. Merci beaucoup Yoann, c'est un plaisir d'être là. Super. Écoute Valentin, je voulais qu'on revienne sur une première partie ensemble. Tu es copywriter, tu as commencé en tant que salarié dans une boîte qui est vraiment inspirante en plus, mais finalement tu as décidé de te lancer en tant qu'indépendant. Ça a été quoi le déclic et c'est quoi un petit peu l'histoire? Donc moi effectivement j'ai travaillé en tant que copywriter en CDI chez Live Mentor à Paris entre fin 2017 et fin 2019, donc je suis parti juste avant le Covid au final. L'histoire derrière ça, c'est que moi j'écris en ligne sur des blogs, sur medium.com qui était une plateforme un peu de blogging à l'époque quand j'ai démarré, depuis 2016-2017. Ok, donc même avant d'en faire ton métier, ça a été ta première passion on va dire? Ouais, en fait je suis un peu tombé dedans par hasard. J'étais en école de commerce, je m'ennuie un peu, je savais pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant et qui va pouvoir potentiellement me servir après. Ok. J'ai mis le doigt dans l'écriture un peu par hasard. Je me suis pris au jeu, j'ai vu que ça me plaisait, j'ai vu que ça m'intéressait, j'ai vu surtout que je pouvais développer une compétence. Et j'ai découvert l'univers du marketing, du copywriting, de tout ce truc-là qui était obscur à l'époque et dont on ne parlait pas trop et encore moins en école en fait. Et je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui sont payés pour écrire. Et c'est pas des auteurs, c'est pas des gens qui font des... Oui, t'es pas obligé d'écrire pour faire un roman. Voilà. T'as d'autres manières de vivre de l'écriture. Il y a Marc Lévy, il y a d'autres voies aussi. Donc j'ai pris l'autre voie. Je me rappelle, j'ai fait un stage d'abord là-dedans pour valider que ça me plaisait, pour avoir une première expérience. Déjà chez Live Mentor ou autre part? À Barcelone, une startup française. Ok. Où j'écrivais des articles de blog. Bon, c'était pas terrible, mais en tout cas, ça m'a mis un pied dans cet univers-là. Ça a confirmé que oui, des gens te payaient pour ça. Et puis ça, tu vois, ça a commencé à créer mon CV. À le rendre crédible aussi, voilà. À pas être juste bercé de chimères, on va dire, voilà. Et rentrer dans le concret. Et puis l'autre avantage, c'était que c'était aussi un moyen pour moi d'entreprendre. Moi, très tôt, je savais pas ce que je voulais faire, mais je me disais, j'ai envie de créer des choses. Naturellement, je suis attiré par le fait de lancer des projets, de faire des choses. Et l'écriture, c'était un peu un moyen aussi de faire des choses, que tu crées des choses de zéro, tu fais sortir de terre quelque chose. Donc c'était une belle conjonction. Et quand j'ai fini mes études en 2017, j'avais hésité à me lancer tout de suite en freelance ou à essayer de créer une boîte. Mais je me suis dit, bon, en fait, t'as pas d'expérience, tu connais personne, t'es pas mature, t'as jamais travaillé. C'était plus intelligent d'aller bosser dans une boîte et d'aller te faire une expérience, d'aller affiner tes compétences. Et je me rappelle, j'ai écouté un podcast d'Alexandre Dana, qui était le fondateur de Live Mentor, et il disait qu'il recrutait un copywriter. Et du coup, je suis allé voir. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que ça faisait déjà 1 an, 2 ans que je faisais déjà plus ou moins ce qu'il fallait pour être pris dans ce poste-là, en fait. Ok. Tous les articles que j'avais écrits, le stage que j'avais fait avant, c'était au final les meilleures preuves, c'était les meilleurs... T'avais déjà développé une certaine crédibilité par rapport aux besoins. Et donc, ce qui fait que, en fait, j'avais le profil, entre guillemets, idéal pour ce poste-là à ce moment-là. Surtout qu'en 2017, copywriting, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde, mais à l'époque, c'était encore assez obscur. Donc, finalement, j'avais un profil assez rare, ce qui fait que j'ai été pris. Et ensuite, pour moi, j'ai passé 2 ans là-bas. C'est un accélérateur assez chouette parce que je confronte vraiment mon écriture à une vraie boîte, à des vraies problématiques. Je suis dans une équipe marketing, faut faire du chiffre d'affaires. Enfin voilà, tout des vrais sujets. Des sujets aussi que tu découvres complètement, je suppose. Ouais, exactement. Et donc, du coup, ça a été un bel accélérateur à tous les niveaux. Tu vois, à la fois personnel, à la fois de mes compétences. J'ai eu la chance d'avoir Alexandre, donc un boss qui lui-même aimait écrire, donc qui me faisait des feedbacks. Et puis j'ai pu bosser dans une boîte avec une belle croissance, donc plein de choses hyper utiles, hyper concrètes qui m'ont servi de tremplin pour la suite. Ok. Donc 2 ans là-bas. En parallèle, moi, j'ai jamais arrêté d'écrire, donc j'ai continué à écrire en parallèle de Live Mentor. J'avais mon petit site, j'avais ma liste email, ma newsletter, j'alimentais tout ça parce que dans un coin de ma tête, je me disais en fait moi je veux entreprendre. Okay. Je voulais pas faire carrière en fait, je voulais pas être 5 ans chez Live Mentor. J'ai adoré mon temps là-bas, mais je bouillonnais en fait. Et je me rappelle très bien, à l'été 2019, quand je pars, je me dis, OK, c'est le moment, là, ça fera 2 ans à la fin de l'année. Prends tout courage demain, vas-y. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Et donc, je l'ai annoncé à Alex. Voilà, il s'y attendait un peu parce qu'il voyait bien que j'avais un profil entrepreneurial. Donc, bon, il s'attendait à ce que je parte. On s'est mis ensemble pour que je termine l'année. Donc, je suis parti fin 2019. Et j'ai eu la réflexion de me dire, comment est-ce que je prépare au mieux la transition? Okay. Souvent, quand tu fais une transition, le risque, c'est que, en fait, tu passes de tout à rien. Exactement. Et que, en fait, du jour au lendemain, t'es chez toi, au canapé, qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus d'agenda de prédéfini ou autre. Donc la chance que j'avais, c'est que tout le contenu que j'avais créé m'a apporté une légitimité, une crédibilité. Il y avait des gens qui me suivaient. Et donc quand j'ai annoncé que je me lançais en freelance, en copywriting, donc tout ce que je faisais avant CDI, je l'ai fait après en freelance.
il y a eu des gens qui voulaient bosser avec moi et qui me connaissaient. Et donc, j'avais commencé à acquérir un réseau. J'étais à Paris. Je me rappelle, j'étais dans une démarche active d'aller rencontrer des gens dans ce milieu du copywriting. Donc, tu vois, j'avais préparé cette transition pour qu'elle soit la plus smooth possible, la plus fluide possible. Et en parallèle, tu vois, j'ai fait du freelancing et puis j'ai lancé Socialwriting, qui est mon école d'écriture en ligne pour transmettre ce que j'avais appris. Donc, tu vois, j'ai fait un peu les deux en parallèle. Tu avais plusieurs briques à mettre en place. Ouais. Ok, donc bravo déjà pour réussir à faire la transition. Mais comme tu l'as dit, tu t'es reposé sur quelque chose que tu avais développé pendant longtemps, l'écriture. Aujourd'hui, il y a des nouveaux outils qui arrivent. Je pense à ChatGPT. Ouais. On pourrait se dire, mais ok, je lui donne n'importe quel sujet, il me sort un texte. Est-ce que toi, en tant que copywriter, tu le vois plutôt comme une menace ou sur une vraie évolution marché? Ouais, c'est un sacré sujet que beaucoup de gens dans le domaine de l'écriture, et pas uniquement, il y a plein de petits mid-journey pour les illustrateurs. Non, mais je pense, je rencontre pas mal de graphistes aussi, où ils me disent, bah ouais, il y a des créas qui peuvent sortir, tu rentres 3 thèmes et ça te sort directement une créa. Clairement, c'est assez bluffant et je pense que on est que au début de ça, donc ça va être encore croissant. L'approche que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment de me dire, ne pas se fermer déjà aux évolutions. Je pense que le piège, c'est de se dire, ah non, ça c'est un truc, un gadget. Je pense qu'il y a des vrais avantages, l'outil il est intéressant, il se développe. Donc j'essaie d'être ouvert à ça et de me dire, comment est-ce que je peux l'utiliser, comment est-ce que je peux le comprendre, comment est-ce que je peux m'en servir en fait à mon avantage. Okay, parce que je pense qu'aujourd'hui, clairement, c'est un outil. Il faut le voir comme un outil. L'outil, aujourd'hui, il est très bon pour tout ce qui est brainstorming, génération d'idées, automatiser des tâches. Bon, moi, je le fais utiliser pour la traduction. Il est très bon en traduction. Ouais. En relecture de texte, en reformulation de phrases. Ça, il est parfait pour générer des idées. Il est très bon aussi. Par contre, je pense qu'on n'est pas encore au stade où il est capable de faire un texte de A à Z tout seul, enfin en autonomie. Donc, je pense que déjà, le piège, c'est de lui déléguer intégralement ton cerveau. Je pense que c'est un super outil, mais qu'il faut l'assister, en tout cas aujourd'hui. Et effectivement, moi, je pense que les évolutions de marché qui vont se passer, c'est un peu comme dans la traduction. La traduction, il y a 15 ans, tu veux traduire un texte, il fallait faire appel à un traducteur. Aujourd'hui, toute la partie base du marché, donc dès que tu as besoin d'une traduction rapide, tu vas sur Google Traduction, tu vas sur DeepL, tu vas sur ChatGPT, et tu as un truc gratuit en 5 secondes. Ouais. En revanche, si tu veux une bonne traduction, pas une traduction, mais quelque chose de très fidèle au sens, à la langue, etc., il faut quand même un traducteur. Carrément. Parce que tout ce travail de subtilité, l'outil ne l'a pas encore. Et donc, il y a toute la partie basse, c'est fait de grignoter. Et ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui se sont montés en compétences, qui sont là sur des missions donc plus complexes, mais aussi mieux rémunérées, plus intéressantes. Je pense qu'il va y avoir un petit peu le phénomène similaire qui va se passer dans le domaine de l'écriture, du copywriting, où aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent juste des textes rapides, basiques, tu vois, à la Wikipédia, où c'est juste factuel, c'est juste froid. Aujourd'hui, ils font appel à des freelances sur des plateformes payées au centime, où clairement, ils sont pas forcément valorisés. Tout cela, je pense qu'ils vont se faire externaliser par ChatGPT. Je pense que l'outil est gratuit, enfin, quasiment pas cher, rapide, donc, et il est pris de temps en moins. Donc ça, je pense que ça va se faire grignoter. Par contre, toute la partie haute du marché, elle va rester et elle sera d'autant plus importante que ChatGPT, il faut quand même le guider. Il faut quand même avoir la compréhension marketing derrière. Parce que moi, j'aime bien dire que quand tu écris un texte, quand tu fais du copywriting, c'est pas juste j'écris un texte. C'est j'ai écrit un texte dans un contexte marketing, un contexte business global pour une cible, etc. qu'il faut bien comprendre. Ça, l'outil, il a. Et que tu le personnalises aussi. Exactement. Et puis moi aussi, en tant que créateur de contenu, auteur, tu vois, moi j'aime beaucoup écrire fondamentalement. Je me demande toujours comment est-ce que je peux écrire des textes qu'une IA ne pourrait pas écrire. Donc moi j'ai un peu une espèce de formule en 3 points, c'est rendre mes textes personnels. Donc parler de moi, me baser sur mes expériences, me baser sur des choses qu'une IA n'a pas. Rendre mes textes joueurs, en allant prendre des références inattendues, en allant plus dans un univers, en faisant des jeux avec les mots, enfin tu vois, pareil, en faisant ce qu'un humain peut faire, mais ce qu'un robot ne peut pas vraiment faire. Et en les rendant observationnels, donc me baser sur la vie réelle, me baser sur des discussions, sur des conversations, sur des observations que je fais. Encore une fois, tout ce que peut pas faire une IA. Tu mets de l'humain. Voilà, je mets toute la brique humaine d'humain dans mes textes. Et je pense que la voie pour ceux qui veulent se démarquer et qui veulent continuer à construire une carrière dans l'écriture à l'ère des IA, elle va de plus en plus être là-dessus. Si on veut un texte, encore une fois, un basique. Et basique, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste. Non, mais il en faut. Hein. Tu as certaines ressources, certains besoins qui seront très bien. Mais je trouve que l'exemple que tu as pris sur la traduction, elle est parfaite. Tu as besoin de traduire une phrase.
Ouais. Tu as des outils aujourd'hui qui sont Tu vas très pas bien. aller sur une plateforme pour trouver un freelance, c'est compliqué. Tu as besoin de traduire tout un texte ou même tu organises une formation ou autre, tu veux la proposer à l'étranger. Pour te rassurer, ta traduction, tu dois la faire pour que tu sois compris. Et là, tu peux pas te permettre de faire du mot à mot et tu vas aller chercher de la qualité. Donc moi, je pense que la différence, elle est toujours vers le haut, vers la qualité. Et puis, tu vois, des boîtes qui veulent faire un vrai travail sur leur contenu, un vrai travail éditorial, d'aller développer une plume. Sur le suivi aussi, sur le long terme. Tu ne peux pas te reposer sur ChatGPT. C'est un bon outil pour faire plus de choses, aller plus vite, brainstormer, etc. Mais il faut quelqu'un qui chapeaute ça, qui encadre ça et qui va mettre tout ce qu'un humain, en fait, va rajouter, quoi. Bah, tu nous parles aussi d'encadrer. Je sais qu'aujourd'hui, tu continues à écrire, mais tu as aussi lancé un bootcamp pour accompagner des personnes dans le côté copywriting. Ouais. Donc, toi, on va dire, quel est l'intérêt de ce bootcamp et en quoi tu vas accompagner? Est-ce que c'est forcément des indépendants? Est-ce qu'on peut te rejoindre sans forcément être freelance? Alors, j'ai 2 formules. Ok. Mais celle qui m'intéresse, c'est plutôt l'accélérateur, qui est un format bootcamp. Donc, c'est du live, date de début, date de fin, une petite cohorte. Je prends une dizaine de personnes maximum. Et donc là, c'est pensé pour les freelances en écriture. Donc, ça peut être copywriting, rédaction. Tu peux être sur de la stratégie éditoriale. Donc, c'est plutôt des profils vraiment écriture. Tu vends une compétence d'écriture. Et le programme que je propose, il dure 4 semaines et il repose sur 2 piliers. On voit 2 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier, ce que tu vends, donc le service que tu proposes à tes clients, donc c'est l'écriture. Donc le but, c'est d'être le plus solide possible dessus pour assumer des tarifs élevés, pour assumer ce que tu vas délivrer à ton client. Donc là, on s'exerce sur des cas pratiques, je donne des méthodes, tu reçois des feedbacks. Mais ça suffit pas. T'as beau savoir faire ta compétence, c'est pas pour autant que tu es bien payé pour la faire. Oui, je suis d'accord avec toi. Le côté business, derrière, c'est d'autres compétences qu'il faut aussi développer. Et donc, le deuxième pilier, c'est justement le pilier business. Et donc là, on balaye tous les sujets business qui vont te permettre d'aller construire une activité stable. Positionnement, tes tarifs, comment tu te vends, comment tu prospectes, comment tu packages une offre. Ok, eh ben écoute, super. Il y a un dernier point que je veux voir avec toi. Vas-y. On est très impliqué sur l'accompagnement des freelances. Nous aussi, on organise un maximum d'événements. Et je sais que toi, tu es sur Lyon et tu organises plusieurs fois par an des apéros pour les free. Mais qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que t'es lyonnais à la base? Est-ce que t'es arrivé sur Lyon? Et c'est quoi le sentiment pour dire, allez, on crée un événement où on se retrouve tous et j'invite presque tous mes concurrents? Ouais, bah, j'invite mes concurrents. Ouais, tu vois. La réflexion, c'est, je suis arrivé à Lyon fin 2020. D'accord. Je suis pas lyonnais de base, j'ai quelques connaissances sur place. Mais tout le cercle entrepreneur, business que j'avais à Paris, à Lyon, je l'ai quasiment plus. Et je me suis dit, bon, bah, soit j'attends que ça vienne à moi, ce qui évidemment le fait avec vraiment parcimonie, soit je suis moteur de ça et je crée des choses. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ok, vas-y, je vais créer un apéro. Et je vais inviter des gens, j'invite les quelques connaissances business que j'ai à Lyon, je leur ai dit chacun à ramener 2-3 personnes. Et ce qui fait que bah, progressivement, le groupe s'élargit. J'essaye quasiment d'en faire un par mois. Allez, on va dire un tous les 2-3 mois pour être fidèle à la réalité. Mais c'est souvent des super moments. En fait, tu te rends compte que les gens sont demandeurs de se voir en vrai, surtout après le Covid. Les gens on passe des moments vraiment chouettes. Tu crées des liens. Je vois que ça a aussi un intérêt business pour moi derrière, même si c'est pas du tout C'est pas le moteur premier. C'est pas le moteur de base. Je veux surtout pas le voir comme un moyen de trouver des clients, pas du tout. Mais il se trouve que l'une des conséquences un peu de ça, c'est que ça me génère des clients. Mais je connais des gens, je connais du monde, et je vois que c'est un tout petit milieu en fait. Même Paris, hein, c'est des tout petits milieux. Hein. Quand on commence à être dedans, on se rend compte que tout le monde se connaît et que tu fais vite le tour de tout le monde. Ouais, l'écosystème. Et tu vois que tu as des opportunités qui émergent comme ça, des choses inattendues. Donc je le fais avec plaisir, surtout que ça me prend pas beaucoup de temps, quoi. C'est une date, un lieu, et puis ça va vite, quoi. Venez, c'est pas de prise de tête. On se retrouvera sur un des apéros sur Lyon. Avec plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Valentin. Merci. Si vous voulez retrouver les précédentes interviews Changemaker, rendez-vous sur le site freelance.com, ainsi que sur nos chaînes YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!